nice having you in my podcast. Romain, how are you doing? I'm great. How are you? Really good. I'm really happy to talk to you today for this episode. Same here. Same here. Looking forward, Celine. Okay, so were you born and raised in France? I was born in Alsace, on the border with Germany, in a city called Strasbourg. Yeah. And what motivated your move from France to New York? First of all, it was an exchange. I was an exchange student many years ago, between my business school in France and Pace University, which is a university in downtown New York. Okay, so you came to New York once, and after you decided to move abroad. That am I right? Pretty much, yeah. Yeah, yeah. Kind of fell in love as a student. I got the opportunity to extend my visa, to do an internship. Then I got my first job. And then yeah, uh, then I partnered with the founder of French Morning to grow the media, and it's been now almost 11 years. So 11. Okay. And did you come back to France after your first experience, or did you stay? I had to come back a couple times to renew my visas, but I was most of the time in the US. Hmm. Um, and yeah, I spent a bit of time in Paris for visa purpose, a month, 2 months, 3 months. Yeah, so that's pretty much it. Okay, but it was your first experience, thanks to your business school. That this experience gave you. Without this experience, you won't be there today. Yeah, pretty much. Probably. Yeah, pretty much. Yeah, yeah. Yeah, it's yeah, 100% thanks to my business school. Great. And what were the biggest challenges you faced when settling in life into New York? When you moved abroad, what challenges did you face? I think the number one challenge was like re-understanding American and like the American culture. But yeah, specifically like the American English is so different than the British English. So yeah, and then getting to understand how people interact. It's I'm not from Paris, so obviously the cultural difference between Strasbourg and New York, so it's a pretty huge gap. Um, but yeah, being a student was really helpful, because I met other Americans, other foreign students at Pace, who kind of helped me to get around, understand the city, understand how you don't have many hours of school, but have a lot of homework in the US. Spend most of your time playing basketball or at the library, doing homeworks. Yeah. And do you? I'm not sure, but you said I wasn't. I was from Strasbourg and not Paris. So, do you think it would have been easier if you were born in Paris instead of Strasbourg? Yeah, I think so. Yeah. The big city thing helps. Um, social interactions in big cities are very different than in medium-sized cities, and then even more different than the countryside. So, and I see that most French people living in New York are from Paris. Mm. Oh, Um, really interesting. yeah, especially long term. Um, like taking the subway for me was depressing. Yeah. Yeah. I was the only guy who was biking 20 minutes,
from my first apartment in Hell's Kitchen to the university at Pace. Um, yeah, and people thought I was crazy back then because there was no city bike, which is kind of like the Velib of New York. Uh, and so yeah, but I'm still alive, and I was so glad I could bike to the office to university in the morning. New York, the weather in the morning is always fantastic, so it was always a good time. And do you still do it? 11 years Yeah, later? I I still bike every day. Yeah. Oh, great. So you don't use the how did you say the metro? No, you don't say metro. You said Subway, or the subway. You don't take the subway? people call it the train in New York. Um, but the least possible, honestly. I bike or I walk. Mm. It's better for your health. Yeah, for sure, 100%. And I don't like to be below ground, so yeah. Mm. And you talked about the differences between Strasbourg and New York because Strasbourg is a small city. But what cultural differences stood out the most between France and the United States? Um, in terms of cultural differences, I would say, yeah, social interactions are a pretty big thing. Um, like French people will talk close to you, almost in your mouth when they talk to you. I don't Uh, like that. Almost, sometimes they'll spit a bit on you. While they Americans are like more distant. They like to have their area of comfort. There's so many differences. The American is very joyful, very like always ready to go, ready to start a new adventure. The French will be more pessimistic. He'll try to find every problem before anything even started. Um, yeah, there's a lot. Um, uh, Most Americans don't smoke anymore. Oh, Um, I didn't know French that. French still smoke. They're never gonna give up. Um, Now it's weed everywhere, especially in New York. Everybody's smoking weed on the street. So that's a new thing. It's only been like this for 2 years. Okay. Yeah. And is Uh, it legal? yeah, they legalized it 2 years ago. Yeah. Okay. So it smells like weed in most of the city. Yeah. Okay. But I mean, people were already smoking in front of my building every day, so it's not like a huge thing. Um, what else? There's so many. I think um, yeah, Americans and Europeans are very different, more than they think. Um, but also, that's what makes the world rich and interesting. So And uh, we're from not gonna end up being the same. yeah, yeah. And from a business point of view. Business point of view, it's either you close the deal now or never. Oh, okay. Yeah. Whereas in France, there's no way you're gonna close the deal now Yeah. because I need to think about it. I need to ask my husband, my wife, my neighbor, my cousin. Uh, so yeah, um, it's usually how it goes from what I've seen. Uh, Okay. yeah. So when you talk to a potential client, if it's an American person, um, are you saying that this person is going to make a decision right now?
just after you talk, and it doesn't need time to think about it? Most of the time, it's either now or never. So if they tell you like I gotta think about it, then it's never gonna happen, ever. Um, It's really so different because in France, we always say we need time to think about it. And sometimes it's yes, sometimes it's no, but we need time. yeah, basically here like a maybe is a no. Okay. Um, yeah, even like a enthusiastic, I love what you do. Let me get back to you. It's a no. Hmm. Okay. And I was asking you a question about the business point of view, but I'm wondering right now, is it the same in relationships? Yeah, they can be very quick. Yeah, I mean, for sure. Relationship and friendship. Um, what I love about the US is like you go into any bar, anywhere, like you just talk to a random stranger and they'll be your best friend for half an hour. Like it's pretty nice. Um, you may never hear from them again, because that's how it works here. Um, but yeah, it's kind of nice to know that people are kind of helpful in general. Um, so yeah. Then I mean each state has different vibes. Um, but from what I've experienced, people tend to they always want to help each other, and try to be kind at each other. So yeah. And do you find it easy to make new friends? That's the toughest part. It's by far, so in our media, one of the articles that comes up the most is how to make American friends. Um, and it's very different. Here, people, I mean, I don't want to generalize, but most people, especially employees, they'll be friends with their coworkers. Um, and when that's what I've noticed. I'm not American, so I don't want to speak for them, but what I've noticed is, yeah, you make friends through work, you live through your job, Mm. and then when you get a new job, you get new friends. um And you forgot about the other ones, the first ones? you may keep very few, very few. uh that's what I've seen. But yeah, I have few American friends, but they I mean they tend to work a lot. I'm more closer with people similar as me, entrepreneurs, and they tend to be very, very busy. And once you have kids and all of that, it's everybody's like kind of always running, to keep the show alive. But yeah, that's what I've noticed, in terms of relationship and friendship. Yeah. Mm, great. And I think, correct me if I'm wrong, but I think you manage a team of 10 people. Right now, yeah, about 10 people. Yeah. So do you mean you're the boss? So does that mean that you can be friend with your employees? Well, it really depends on the company culture. Um, some companies are, some companies aren't. It really depends. Um, I've seen everything. Uh, there's no real set rules, I think, for that in the culture. Um, Mm. It depends on each individual. um, yeah, and the culture in general inside the company, if it's more old school, if it's a tech startup, obviously it's not going to be the same. Okay. Um, what do you miss most about France? Just like every French in the US, food.
cheese. Sure. For sure. Yeah, just the French cuisine in general. Uh, I mean, it's getting better. There's a lot of bakeries opening, French restaurants opening all over the US. And the quality of the ingredients is also becoming better. I feel like there's been a huge improvement. Okay. And how many different chapters have you gone through in your life so far? Chapters? Yep, like a book. I love reading books, so we can see our life like chapters. So Yeah. Um, I have several chapters. I also like to have a lot of side projects or so I don't know, maybe 4 or 5 so far. yeah. Yeah. Can you go through these chapters? Okay. Uh, Starting at what age? Maybe as a teenager? Okay. So teenager, um, I was enjoying school, but I was enjoying even more starting online businesses. So when I was 12 to maybe 16, I had some websites online. I was selling stuff on eBay, Price Minister. Um, I was I owned also a couple websites, like forums and niche websites. Um, then went to business school, studied abroad in Spain. Mhm. That was another chapter. Um, then the US. I also had a wine club for 2.5 years with about 2,000 people who were coming maybe, I mean, 2,000 member kind of followers and maybe 100 people coming every month to try some wines. That was in New York as well. Um, I have another chapter with sailing, because sailing was big for me. Um, so that was after for 5 to 6 years I organized like big sailing cruise slash race in Europe, Sardinia, the Caribbean, in the Hamptons too. Um, what else? I have the new chapter now, which is being a father. Yeah. Um, do you have a boy or a daughter? I have a boy. Okay. And uh, how long, uh, how old is he? How old is he? He's 17 months. 17 months, a baby. Okay. Yeah, exactly. And so I have a questions. Do you speak to your do you speak to him in French or in English? As much as possible in French. Okay. And his mother speaks to him in English? Um, Mostly in Spanish. Ah, okay. Spanish Yeah, is a mother tongue. yeah. Okay. So he's got in a few years he will be able to speak French, English, and Spanish. Hopefully, if it works out, yeah, that's my Yeah, goal. it's a really great opportunity. Yeah. Okay. And I have questions for you about when you move abroad, what was your level of English just before coming to New York 11 years ago? It was pretty good. I spoke English since I was very young. Uh, my mom put me in a American kindergarten in Strasbourg. Oh, great. Yeah, and then I went to the international school in Strasbourg uh, until high school. Mm. So
yeah, you had the opportunity to be to yeah, to evolve in an English environment in France. Exactly. And Yeah, maybe that's why you are aware how helpful it was, and maybe that's why you want to offer the same opportunity to your son. for sure. 100%. Yeah. Yeah, it's huge. It's a game changer for sure. Mm. Yeah, and I think it's really um, it's a like you said, it's a game changer because you acquired English. You didn't just learn English when you were older. You acquired English at a young age. Yeah. I almost never had to really learn it. It was kind of always here. It was much harder for me to learn Spanish because I learned when I was like 12 or 14 maybe. Mm. So that was tough because that was kind of the first time I had to learn a language. Yeah. Mm. And so when you, yeah, did you didn't have to take English courses or to improve your English. It was already really good when you 11 years ago. Yeah, yeah, it was perfect. It wasn't Americanized, so I had to Americanize kind of my English. Yeah, that's why you talked about the difference between British English and American English. Yeah, yeah. Especially Mm. most of my teachers after kindergarten, they were mostly British, or from the UK. So yeah. Okay. And were there any American expressions or linguistic nuances that caught you off guard? Yeah, every day, even still today. I always discover new items. Um, but it's the same in French, you know. Yeah. There's always new words you can learn. Yeah, we never stop learning. Yeah. Mm-mm. Uh, I was looking at the like Macron speech, Mhm. and he seems to be very keen on using a French word that nobody ever used, you know. And there was like a girl on Instagram analyzing, explaining what those French words meant. I've never heard those words before. No. So, and I'm French. So, Yeah, we never stop learning, even in our mother tongue. Yeah. And if you could go back in time and talk to yourself when you first moved abroad 11 years ago, what would you say to yourself? I would tell myself, keep going, keep going, um, and it's gonna be fine. Yeah. Okay. Um, And I have a last, yeah, you want to add no, something? I don't want to say take even more risk, but maybe I could tell take even more risk. Uh, I'm a risk taker, but I feel like you never take enough risk in life, especially at a young age. Yeah. You Mm. know, you want to play it safe when you're young. Um, if I knew, or if people told me, I could have taken even more risk. Mm. And I think for French people, it's really hard to take risks because at school, um, making mistakes, it's really bad. It's dangerous to make mistakes. You know what I Yeah, mean? You get bad grades, and it's yeah, it's really a negative thing. yeah, yeah, yeah. It can be. Yeah, yeah. It was. I hope it changed. Mm. It does, for me, it doesn't change. It's still the same. It should change faster, but it's still the same right now. Yeah, yeah. Okay. I hope it's gonna change all over France. I don't know. Maybe some region or more ahead, or I don't know.
I haven't been in, I mean, I don't live in France anymore, so. Yeah. And my last question in English before switching to French is, what do you think of the formula? Get good grades, get a good job, find a partner, get a mortgage, have children, and stay out of trouble. Sounds like a nightmare. Yeah. Uh, I don't even, I mean, I don't even know if last time I heard that formula, uh, but that's kind of the opposite of me. Um, I'm married and I have a baby, but it really doesn't mean that you gotta stay out of trouble. Yeah. Uh, yeah, trouble is where you basically you don't want to make trouble, but you want to fix troubles and you want to fix problems for others. So you want to be out there, kind of pushing as much as you can to, have new opportunities come to you, basically. Mm. Yeah. Okay. So let's switch to French. And je vais essayer de ne pas parler trop vite pour nos auditeurs anglophones. Je rebondis sur la dernière chose que tu viens de dire. Est-ce que tu aurais pu enfin, être employé, être salarié, ou est-ce que enfin, le statut d'entrepreneur te correspond beaucoup mieux par rapport à ton état d'esprit? Moi, je suis né entrepreneur. Euh, Comme je disais en anglais avant, je démarrais des business sur Internet et quand j'avais entre 12 et 16 ans, et enfin, pour moi, c'était évident, je voulais être entrepreneur et je savais même pas ce que ça voulait dire entrepreneur, mais euh, juste avoir des business, quoi. C'est juste ça, en fait. Essayer de résoudre des solutions, de toujours rebondir, qu'il y ait Ouais, toujours de la nouveauté, pouvoir exercer ta créativité, c'est tout ça? ouais, et puis j'ai toujours été heureux sur Internet. euh, pour lancer des business. Parce- Ça a toujours, Internet a toujours été une façon pour moi de faire du business. Donc, Mm. euh, ça me paraît évident. Et tu dis, j'avais entre 12 et 16 ans. Je te donnerais à peu près une trentaine d'années, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as à peu près 30 ans, c'est ça? Euh, du coup, si tu as commencé à 12 ans, je veux dire, à l'époque, Internet était déjà assez développé justement pour faire du business en ligne. Ouais, il y avait eBay. Avant eBay, il y avait Price Minister, Mm. euh, qui a été revendu à Rakuten. Et Price Minister, ça, bah, enfin, je pense que j'ai ouvert une boutique quand ils ont démarré, quoi. Euh, Mm. et puis eBay après qui est arrivé. Et, euh, et ça m'a. Ouais, c'était quand la DSL arrivait en France. Ah oui, la DSL, c'était quand on avait Internet, mais pas de manière illimitée, c'est ça? On avait encore, on avait encore des abonnements avec tant d'heures par mois, c'est ça? Je pense qu'on avait encore des heures, ouais. Je pense. Après, c'est arrivé rapidement en illimité quand même. Oui. Mais c'est surtout le passage en gros du 56K à la DSL qui a vraiment tout changé en fait. C'est la vitesse de connexion en fait, c'est ça? Ouais, Mm. c'est ça. Voilà. D'accord. Euh, ouais, c'était à peu près à cette période-là. Euh, mais voilà, enfin, ce que j'ai pas trop apprécié en France là-dessus, c'est que on décourage assez vite les mineurs à avoir des business. Mm. Ouais. Et du coup, je pense qu'après, ça crée des barrières aussi dans, dans l'esprit des gens, parce qu'on leur met des barrières très jeunes. Et du coup, après, ben, vu qu'on se construit à ce moment-là, Mm. euh, après, on est juste le produit de ce qu'on nous a inculqué à cet âge-là. Euh,
moi, je me souviens du banquier qui a appelé mon père et qui a dit pourquoi il y a de l'argent et pourquoi il y a de l'argent qui rentre et qui sort du compte de votre fils. Il a même pas de carte, il a rien. Enfin, voilà. Donc, ici, les gamins, ils vendent de la limonade dans la rue à même pas 10 ans et ça choque personne, quoi. Hmm. Donc, euh, mais je pense que ça a changé beaucoup. Je vois beaucoup de jeunes en France qui lancent des business en ce moment et ça a l'air de cartonner pour eux. Donc, je pense que, enfin, j'ose espérer que cette mentalité est un peu finie en France. Oui, ben puis je pense qu'il y a plein de jeunes Français qui maîtrisent l'anglais et qui du coup ont accès à tous ces entrepreneurs américains et ça élargit peut-être un peu plus leur ben voilà, ils voient d'autres choses. Ouais. Et ma question c'est est-ce que tes parents étaient entrepreneurs ou pas du tout? Sont ou Non, étaient? non, non. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Et du coup, ils n'étaient pas des gros preneurs de risques, hein. Mon père était cadre, donc il manageait pas mal de monde, euh, mais, euh, mais il n'était pas entrepreneur. Donc, je voyais ce que c'était que de manager pas mal de monde sur le terrain et tout ça, parce que je suis un peu né. Dans la boîte où mon père travaillait. J'y passais beaucoup d'heures parce qu'il y passait beaucoup d'heures aussi. C'était très sympa, mais c'était pas sa boîte à lui, quoi. Hmm. Euh, D'accord. Et du coup, si c'est pas tes parents qui t'ont montré un peu cette voie, est-ce que tu as eu d'autres membres de la famille ou des mentors qui t'ont voilà, qui t'ont dirigé vers enfin, comment dire, qui t'ont donné envie d'être entrepreneur ou tu penses que c'était plutôt déjà enfin, inné un peu? Dans le temps, il y avait malheureusement pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Euh, donc, il n'y avait pas vraiment déjà avoir un mentor, c'était un peu un truc nouveau. Enfin, euh, et on n'avait pas, enfin, j'avais pas accès en tout cas à tout ce qui est développement personnel, tout ça. Donc, euh, je sais pas, qu'est-ce qui m'a inspiré? Ça va faire rire, mais La vérité si je mens et Bernard Tapie. Mais bon, c'est c'était tellement loin pour moi que voilà. Euh, ça, Et puis, bon, ils ont pris cher aussi dans les médias en France. Donc, Hmm. voilà. C'était pas forcément facile de comprendre à cet âge-là qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, tout ça. Hmm. Euh, Aujourd'hui, avec les canaux Internet, on, voilà, on a accès directement aux personnes sans les connaître. Mais on peut se former comme ça. Donc, c'est super. Euh, Oui, ça change tout, c'est sûr. Et donc tes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais ils t'ont quand même encouragé à poursuivre. Voilà, ils t'ont permis, enfin ils t'ont accompagné pour que tu puisses te lancer. Et c'était pas un frein du coup dans ta progression. je pense pas qu'ils étaient. Si, ils ont été. Enfin, c'est un peu dur de dire ça, hein. Mes parents sont vivants, donc. Mais, euh, ils n'ont pas été un accélérateur, honnêtement. Je pense les parents, ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe son bac et qu'on trouve une stabilité, voilà. La Euh, formule dont on parlait tout à l'heure, la formule. voilà, voilà. Ouais. Non, non, non. Ils m'ont soutenu, on va dire, parce ils m'ont tout donné, ce dont j'avais besoin pour me développer et pour vivre et pour aller à l'école et tout ça. Euh,
mais ils m'ont pas particulièrement poussé à lancer des business, quoi. Euh, il y en a même certains, ils m'ont peut-être un peu découragé. Mais Sûrement parce qu'ils avaient peur pour toi. oui, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, ouais. Mhm, d'accord. Et maintenant, parle-nous de ta rencontre avec Emmanuel Saint-Martin, c'est ça? C'est en 2007, il a fondé French Morning. Voilà, Et c'est ça. dis-nous, voilà, comment ça s'est passé, vous vous êtes rencontrés, parle-nous de vos premières années ensemble. Ben, tout simplement, lui avait lancé ce média et donc il cherchait quelqu'un pour reprendre un peu le biz dev, euh, donc les ventes. Mhm. Bah, moi, à ce moment-là, je cherchais aussi à lancer quelque chose ou à m'associer. Donc, ça s'est bien goupillé comme ça. C'était un coup de foudre professionnel. Euh, et puis, on a bien développé au fur et à mesure des années. Voilà. Donc, New York, et puis après, on a ouvert pas mal d'autres villes aux États-Unis. On a fait aussi une levée de fonds en equity crowdfunding auprès de nos lecteurs. Et puis, ça nous a permis de aujourd'hui avoir ouvert et racheté des concurrents à Montréal et à Londres. Donc ça, c'est top. Et quelle est la vision de French Morning? En gros, à la base, c'était de rassembler et d'informer la communauté française de New York. Euh, En 2007, il n'y avait pas grand-chose pour un peu fédérer cette communauté. Euh, les États-Unis sont un pays de communauté, donc euh, voilà, ici, tu as des quartiers, tu vois, par communauté. Il n'y a jamais eu de quartier français. Ils essaient, je crois, de faire une rue française dans le sud de Manhattan, mais je sais, enfin, on peut pas comparer ça à des quartiers entiers, quoi. Euh, et donc là, l'idée, c'était voilà, d'avoir un endroit où les gens peuvent avoir de l'information sur ce qui se passe dans la communauté, euh, échanger aussi peut-être dans une catégorie un peu petites annonces, forums, tout ça. Euh, et puis, ouais, créer du lien dans la communauté française, quoi. Par le biais d'articles sur le site. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, donc, Emmanuel, lui, est anciennement journaliste sur France 24. Euh, il a fait toute sa carrière dans le journalisme, hein. Il a écrit quelques bouquins aussi. Euh, donc, on s'est entouré de plein de journalistes qui travaillent très bien et qui, surtout, voilà, viennent des meilleures rédactions françaises euh, et qui nous donnent un peu de leur temps pour écrire des articles ultra locaux. Mhm. Ça, c'est vraiment la force. On va parler de sujets ultra locaux que tu trouveras pas en français dans la presse américaine et que tu trouveras pas en français dans la presse en France, quoi. D'accord. Et quelles erreurs vous avez fait durant ces dernières années? Parce que j'imagine que voilà, il y en a eu forcément. Et tu disais tout Ouais. à l'heure que tu aurais aimé prendre plus de risques. Voilà, je serais curieuse d'en savoir plus à ce sujet. Ouais. Oh, je pense que sur French Morning, on est pas mal au niveau du risque. Euh, c'était plus pour avant, quand j'étais encore plus jeune. Euh, non, sur French Morning, je pense on est bien. Les erreurs, peut-être recruter pas assez rapidement et ensuite euh, ne pas savoir virer aussi quand il faut. Euh, euh, je pense que ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris aussi dans la culture américaine. C'est voilà, si ça se passe pas bien pour les gens, faut pas qu'ils restent.
Euh, Ça sert à rien d'être là ou de faire de la présence pour faire de la présence. Euh, donc, ouais, embaucher vite et licencier vite, comme on dit aux États-Unis. Ouais. Euh, euh, voilà. Peut-être, non, je pense qu'on est pas trop mal. Je pense qu'il y a plein d'erreurs qu'on fait, mais on se souvient plus, parce Mm, qu'il se passe plein de choses. Euh, mais pour l'instant, on est assez content. mm. Et raconte-moi comment vous êtes passé donc d'une petite entreprise de 2 personnes à une équipe de 10 personnes. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'on doit être autour de 17, 18 personnes. Ah oui, donc Euh, j'avais marqué 20 dans mes notes et en fait, je sais pas pourquoi je dis 10, mais du coup, c'est plutôt ouais, aux alentours de 20 que de 10, d'accord. ouais, mais c'est pas très grave. Et après, on a pas mal de pigistes, donc journalistes, en plus, qui sont à peu près une 15, 20. Euh, ben, tout simplement, j'ai envie de dire un pied après l'autre. Alors, pour moi, de mon côté, parce que moi, je m'occupe surtout de la partie commerciale. euh, c'est vraiment aller chercher des marques, euh, prendre les marques avec lesquelles on travaille, aller chercher d'autres marques avec, ben, montrer ce qu'on a fait pour les autres marques et montrer qu'on peut faire la même chose pour les autres. Euh, Rendez-vous après rendez-vous après rendez-vous, et ben avoir de plus en plus de partenaires. Aujourd'hui, on a un peu plus de 500 marques qui, nous, qui sont annonceurs chez nous, on va dire, euh, avec qui on travaille tous les ans. Mais on allait les chercher une par une, les convaincre un par un. C'est Mm, euh, c'est un marathon. Emmanuel est coureur de marathon, donc l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Euh, il y a beaucoup de CEO d'ailleurs qui sont des marathoniens, et je comprends pourquoi. Euh, c'est jamais lâcher en fait. mm, Euh, Le plus dur, et je suis content de l'avoir fait vraiment jeune, euh, parce que le plus dur, c'était les deux, trois premières années, mm, euh, où enfin, on a bossé comme des fous, quoi. Euh, mm, mm, et encore aujourd'hui, c'est pas facile. Mais c'est normal, enfin, rien n'est facile. mm. Euh, mais c'est vrai que les deux, trois premières années, c'était rendez-vous sur rendez-vous sur rendez-vous. Euh, au début, ce qui est dur, c'est que personne ne te connaît. Ouais, Donc, c'est ça le plus dur, euh, en tout cas dans notre métier. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a une notoriété qui est présente. Quand on dit French Morning dans les groupes d'expats, les gens connaissent. Euh, et même à Paris, les gens ont entendu parler de nous. mm. Euh, donc ça, c'est agréable. Euh, mais ouais, il n'y a pas de secret, hein. C'est juste téléphone, email et Ouais, ce qu'on pourrait appeler de la prospection. ouais, ouais, c'est que de la prospection, bien sûr. Surtout au début, en fait. Ouais, Tant que tu n'as pas ton premier client heureux, mm, euh, ben, il faut avoir son premier client heureux pour aller chercher un client similaire, un persona similaire, et lui dire, ben voilà, ce client est heureux. Est-ce que vous voulez aussi être heureux comme lui, travailler avec nous, quoi. ouais, ouais. Et tu sais, là, pour accéder aux articles, c'est sous forme d'abonnement mensuel.
Donc, tu t'en as pas parlé quand... Tout nouveau. C'est tout Ah, nouveau. c'est nouveau, Ouais. d'accord. On a lancé ça il y a 6 mois. Ouais, pratiquement 6 mois. C'est tout neuf. Donc ça, c'est un abonnement. D'ailleurs, si vous nous écoutez, abonnez-vous à French Morning. C'est $50 par an. Euh, Vraiment raisonnable. voilà. 4 $, 16 par mois, je crois. Quelque chose comme ça. Parce que je crois qu'il y a des tarifs promotionnels aussi de temps en temps. Donc, c'est moins cher qu'un cappuccino à New York. Donc, voilà. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé pour avoir un complément de revenu sur le chiffre d'affaires. Et donc, on est passé sur un paywall. Euh, L'idée aussi, c'est de fédérer aussi un peu les gens qui payent. Parce que c'est vrai qu'il y avait l'Internet tout gratuit qui a un peu disparu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout devient payant. Quand tu vas sur les sites de news, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, j'ai l'impression que tu as un paywall partout maintenant. Ouais. Donc voilà, on arrive, je pense, une fois que le marché est bien mature, donc les gens ont l'habitude. Mm. Euh, et on est content. Il y a un bon début là. Je crois qu'on est autour des 1000 premiers Mm. abonnés payants. Mhm. Donc c'est top. Après, les gens continuent de recevoir la newsletter gratuitement. Ils continuent d'avoir accès à certaines parties gratuites, euh, notamment tout ce qui est publicitaire, Mm. euh, reste en accès libre. Euh, donc, euh, donc voilà. Et peut-être la dernière question, en tout cas le dernier style, oui, le dernier, comment dire, oui, la dernière question que je voudrais te poser, c'est à quoi ressemble ton quotidien d'entrepreneur? Est-ce que tu participes à des événements? Est-ce que tu fais encore beaucoup de prospection? Voilà, à quoi ressemble ton quotidien? Mon quotidien, c'est essentiellement des Zooms ou des rencontres avec des prospects, des clients existants. Euh, moi, moi aujourd'hui, au bout d'11 ans, c'est essentiellement des clients existants euh, que j'upsell en fait. Euh, donc, ça veut dire on fait le point, on regarde comment vont les campagnes. Et on réfléchit à comment on peut améliorer ou comment on peut faire plus de choses ensemble, comment on peut planifier plus d'opérations ensemble. Euh, voilà, donc c'est ça. Un petit peu de management quand même avec mes équipes, mais j'essaie de être le moins, j'essaie d'embêter le moins possible mes équipes à partir du moment où elles sont autonomes. Euh, C'est vrai que quand ils nous rejoignent, bon, les 3 premiers mois en général, ils viennent sur mes rendez-vous, donc on est très collés ensemble les 3 premiers mois. Mais après, c'est assez, ils font leur vie avec leurs clients, leurs prospects. Mais donc j'ai quand même un peu de management. Euh, et puis, Euh, bon, après, il y a toujours de l'administratif comme tout le monde. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'est essentiellement rencontrer des clients. D'accord. Et dans l'équipe, ça veut dire qu'il n'y a pas que des journalistes, il y a aussi des commerciaux Ouais, qui... ouais. Moi, mon équipe à moi, c'est essentiellement commerciaux, marketing, pub, événementiel. Et l'équipe d'Emmanuel, mon associé, c'est que des journalistes. Ah oui, d'accord. Donc toi, quand tu parles de management, c'est avec des commerciaux. D'accord. Ouais, ouais, voilà. Ok. Et pendant la petite coupure, j'ai vu que voilà, tu as été obligé de changer de pièce et du coup, ton décor n'est pas, voilà, c'est pas la vraie vue qu'il y a derrière toi, c'est un fond d'écran. Et tu m'as dit que vous aviez changé de bureau après la Covid. Est-ce que du coup là, vous avez toujours des bureaux dans New York? Comment ça a évolué? Mais on est full remote depuis le premier jour du Covid. D'accord.
Ouais, Ouais. en fait, c'est ça, le fait de ne pas avoir eu le choix pendant le Covid, ça vous a permis de vous rendre compte que finalement, c'était jouable? Oui. Après, nous, on était déjà sur Zoom avant, parce qu'on a toujours eu des gens un peu partout aux États-Unis, Canada, Angleterre et France. Donc, c'était assez facile de devenir remote du jour au lendemain. Bon, on est 100% web, hein, on n'a jamais fait de papier, on n'a jamais fait de physique. Euh, donc voilà, c'était assez facile. Et puis après, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont bougé, se sont peut-être mis à la campagne. Il y a un peu de tout. Donc voilà, on essaie quand même de se voir quelques fois par an. On se fait des barbecues. On essaie de faire un séminaire quand on peut tous les ans. Voilà. Donc, on essaie de garder du lien et de se voir quand même. Ouais, ouais. Bah, ce qui est pas, c'est pas contradictoire d'ailleurs, d'avoir des bureaux, enfin même sans bureau, c'est faisable. Oui, oui. Oui, oui, mais c'est quand même bien aussi d'avoir un peu de contact physique, surtout quand on est répartis partout. Mhm. C'est bien que tout le monde puisse se voir au moins une fois par an. Mhm. C'est c'est pas mal. Ok. Écoute, ma dernière question pour toi, Romain, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué, en français ou en anglais, peu importe, et le genre de livre que tu pourrais relire régulièrement? Ouais, il y en a plein. Vraiment, bon, je choisis La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Mhm. Ok. C'est mon premier bouquin de développement personnel que j'ai lu. C'est mon premier mentor euh, mentor manager en fait. Mais du coup, je l'appelle aussi mentor parce qu'il m'a filé un bouquin de développement personnel. Euh, ouais, c'est le premier bouquin que j'ai lu quand je suis arrivé à New York, quand j'étais en stage dans une entreprise. Et ça a pas mal, ça a pas mal changé de choses pour moi. Mhm. Bah, tu me donnes envie de le relire parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je lis les premiers chapitres. Donc, ça, j'ai vraiment bien en tête quand il décrit le concours de danse avec sa femme. Et en fait, à chaque fois, je lis toujours plusieurs livres en même temps. Et finalement, je l'ai jamais fini, le livre de Tim Ferriss. Donc, du coup, Ouais, tu me donnes envie d'aller jusqu'au bout. ouais. Après, il a essayé de utiliser le concept pour faire plein d'autres bouquins sur. Mhm. Mais pour moi, le bouquin de Tim Ferriss, c'est La semaine de 4 heures. Ouais, pour toi, c'est vraiment le meilleur. C'est le plus accessible aussi, je pense, pour rentrer dans ce monde-là un peu du dev perso. Mhm. Euh, ouais, Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Voilà, je suis sûre que les auditeurs vont apprécier cet épisode, de pouvoir découvrir un peu plus voilà, qui tu es et en savoir aussi un peu plus sur French Morning. Donc, merci pour ton temps. avec plaisir. Merci de m'avoir reçu, Céline.